Je vais être absolument direct sur quelque chose que j'ai découvert au cours de décennies d'études occultes et qui vous fera complètement repenser chaque mot d'insatisfaction qui est sorti de votre bouche au cours des dernières 24 heures. Il existe une erreur spirituelle spécifique que vous commettez à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour, qui fige littéralement le progrès évolutif là où vous êtes, et garantit que les mêmes schémas de souffrance se répéteront indéfiniment. Non. Pas parce que l'univers est cruel, mais parce que vous créez vous-même un champ magnétique qui attire et perpétue. Exactement ce que tu ne veux pas. Je suis Elena Blavatsky, et l'erreur dont je parle est de se plaindre. Mais je ne parle pas de se plaindre comme d'une simple habitude irritante de la personnalité qui vous rend une compagnie désagréable, même si cela est également vrai. Je parle de la plainte comme d'un acte caché de magie négative involontaire, où, à travers des mots chargés d'émotions d'insatisfaction et de résistance, il façonne littéralement la substance astrale en des formes qui se cristallisent ensuite en expériences physiques qui perpétuent le cycle. Chaque fois qu'ils se plaignent de quelque chose, qu'il s'agisse d'une météo défavorable, d'une circulation gênante, d'un collègue incompétent, d'un corps souffrant, d'un gouvernement corrompu, d'une économie difficile, ils font trois choses simultanément à des niveaux dont la plupart ne réalisent même pas l'existence. Premièrement, renforcer dans leur propre champ énergétique exactement le modèle vibratoire qui magnétise davantage de la même chose. Deuxièmement, créer une entité pensée sur le plan astral qui agit comme un aimant attirant des circonstances similaires. Et troisièmement, communiquer la loi karmique selon laquelle ils n'ont pas encore appris la leçon à laquelle la situation est arrivée. Enseigner, il faut donc donner davantage de la même leçon. Maintenant, avant que vous ne compreniez mal et que vous pensiez que je promeus une positivité toxique qui nie la souffrance réelle ou qui nécessite de prétendre que les problèmes n'existent pas, permettez-moi d'être très clair sur une distinction cruciale. Il y a une énorme différence entre la reconnaissance honnête d'une difficulté avec l'intention de la résoudre et la rumination sur un problème sans avancer vers une solution. Il y a une différence entre communiquer un besoin ou fixer des limites clairement et directement, et cracher chroniquement de la négativité à n'importe quel auditeur disponible. Il y a une différence entre traiter une émotion difficile dans un contexte approprié avec une personne appropriée, et utiliser le grief comme identité et mode principal d'interaction sociale. Et il y a une différence fondamentale entre accepter temporairement une situation désagréable tout en travaillant à la changer, et résister amèrement à la réalité, sans rien faire de constructif. Ce à quoi je m'adresse spécifiquement, c'est un schéma compulsif et inconscient, de plaintes que la grande majorité pratique des dizaines de fois par jour, sans même s'en rendre compte consciemment, un murmure constant d'insatisfaction sur les petits et les grands aspects de la vie qui devient comme un bruit de fond si omniprésent qu'ils cessent de le remarquer, mais qui draine constamment leur énergie vitale et les maintient piégés dans une fréquence vibratoire qui garantit davantage d'expériences dont se plaindre. Laissez-moi vous expliquer les mécanismes occultes précis de la façon dont la plainte fonctionne à des niveaux subtils, car sans comprendre cela, vous la rejetterez comme une vague philosophie de motivation, plutôt que de la reconnaître comme une science spirituelle exacte. Lorsqu'il parle, et se plaindre est avant tout un acte de parole, même s'il peut aussi rester silencieux dans l'esprit, il ne se contente pas de déplacer de l'air et de créer des ondes sonores. Les mots sont des véhicules de pensée, et la pensée est une force réelle qui déplace et façonne la substance sur des plans plus subtils que physiques. Chaque mot qu'il prononce est chargé d'une certaine qualité émotionnelle et mentale, et cette charge détermine le type d'effet que le mot a sur la matière astrale et mentale qui constituent les plans invisibles de la réalité. Les plaintes, de par leur nature, sont toujours chargées d'émotions de basse fréquence, frustration, colère, ressentiment, impuissance, peur. Et lorsque ces émotions sont exprimées à travers des mots de manière répétée, elles créent un modèle de vibration dans le champ aurique qui agit alors comme une radiofréquence transmettant un signal spécifique. Et la loi fondamentale des plans subtils est que le semblable attire le semblable. Une vibration d'une certaine qualité magnétise les expériences et les circonstances de qualité correspondantes par le biais d'une résonance sympathique. Ainsi, lorsqu'ils se plaignent de façon chronique d'un aspect de la vie, par exemple d'un travail qu'ils détestent, chaque plainte envoie littéralement un signal « plus d'expérience de travail insatisfaisante, s'il vous plaît », au domaine des possibles. Non pas parce qu'ils le demandent consciemment, mais parce que la vibration énergétique de la plainte résonne et attire davantage de situations de même fréquence. Et simultanément, chaque acte de plainte renforce les sillons neuronaux et énergétiques qui rendent plus probable qu'ils continuent à percevoir et à interpréter les situations à travers le prisme de l'insatisfaction, même si les circonstances objectives s'améliorent.
car le modèle est maintenant si profondément établi qu'il est devenu un filtre automatique à travers lequel ils font l'expérience de la réalité. C'est parce que les personnes qui se plaignent de façon chronique trouvent toujours de quoi se plaindre. Ce n'est pas que leur vie est objectivement pire que celle des autres, mais qu'elles ont développé une sensibilité accrue à ce qui ne va pas, et une cécité relative à ce qui fonctionne, et cette perception sélective informe ensuite un comportement qui crée des situations plus problématiques dans un cercle vicieux qui se perpétue. Parlons maintenant du deuxième effet de la plainte, encore plus insidieux, la création d'une forme pensée ou d'une entité astrale. Lorsqu'une pensée est chargée d'émotions intenses et répétées fréquemment, elle ne s'évapore pas simplement après avoir été pensée ou prononcée. Elle se cristallise en une structure semi-permanente sur le plan astral qui a sa propre vie temporaire. Cette forme pensée, constituée de substances astrales façonnées par un modèle spécifique de pensée et d'émotion, plane ensuite dans le champ énergétique de la personne qui l'a créée, influençant les perceptions et attirant des expériences qui résonnent avec sa qualité vibratoire. Dans le cas de plaintes chroniques concernant quelque chose de spécifique, par exemple la santé, une personne construit littéralement une forme pensée de « ma santé est mauvaise et mon corps est un problème », qui agit alors comme une lentille à travers laquelle elle interprète chaque sensation corporelle, amplifiant les inconforts mineurs et ignorant les signes de vitalité, et qui agit également magnétiquement pour attirer davantage d'expériences de maladie ou de douleur à travers un mécanisme d'attention sélective et de prophétie auto-réalisatrice, fonctionnant à la fois psychologiquement et énergétiquement. Le troisième effet de la plainte concerne spécifiquement la manière dont la loi karmique réagit aux attitudes et aux réactions. L'enseignement théosophique est clair sur le fait que les expériences qui vous arrivent, particulièrement les plus difficiles, sont souvent le résultat d'un karma mûrissant, des leçons que l'âme doit apprendre pour évoluer. Lorsqu'une leçon se présente sous la forme d'une circonstance difficile et qu'ils réagissent par une résistance amère et des plaintes chroniques, au lieu de chercher à comprendre et à apprendre ce que la situation essaie d'enseigner, ils communiquent par des actions qui n'ont pas encore suscité la leçon nécessaire. Et la loi karmique répond, logiquement, si l'on n'a pas appris grâce à cette intensité d'expérience, alors l'expérience doit continuer, ou même s'intensifier, jusqu'à ce que la leçon soit finalement absorbée. D'un autre côté, lorsque des circonstances difficiles arrivent, et cela arrivera pour tout le monde car la vie physique contient inévitablement des difficultés, et qu'ils réagissent en acceptant la réalité, car elle est combinée à une action constructive pour travailler avec la situation plutôt que de simplement s'en plaindre, ils apprennent beaucoup plus rapidement, et la situation peut alors se dissoudre ou se transformer parce qu'elle a atteint son objectif. Par conséquent, se plaindre chroniquement prolonge et intensifie littéralement les souffrances mêmes dont on se plaint, tandis que l'acceptation sans se plaindre permet de traverser les difficultés vers une résolution. Permettez-moi de donner des exemples concrets, car les principes abstraits ne transforment pas les comportements enracinés. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint constamment de solitude et de difficulté à trouver une relation satisfaisante. Chaque plainte « Je ne trouve jamais quelqu'un qui me convienne. Tout le monde disponible est problématique. Je suis destiné à être seul » imprègne le champ énergétique d'une vibration de manque, d'insuffisance et de désespoir. Cette vibration influence ensuite la façon dont il se présente dans les interactions sociales, probablement avec une énergie de besoin désespéré ou une attitude défensive cynique qui rebute les personnes potentielles. Et la forme pensée « je ne trouve pas l'amour » agit comme un filtre en les empêchant littéralement de remarquer l'intérêt lorsqu'il existe ou en sabotant les connexions potentielles par des attentes négatives autoréalisatrices. Comparé à une personne dans des circonstances objectivement similaires de célibat, mais qui maintient une attitude d'ouverture curieuse sans plaintes amères, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, mais j'espère que cela arrivera au moment opportun. Cette deuxième personne transmet une fréquence complètement différente, beaucoup plus magnétique, et permet de percevoir et de profiter d'opportunités de connexion que la première personne manque complètement malgré son désespoir. Ou un autre exemple, deux personnes occupant le même type d'emploi qui n'est objectivement pas idéal, salaire bas, conditions difficiles, peu de possibilités d'évolution. La première personne se plaint constamment, à sa famille, à ses amis, à ses collègues, dans son esprit, à longueur de journée. Passez peut-être des heures par jour à vous plaindre et à ruminer activement à quel point le travail est injuste et insatisfaisant. La deuxième personne reconnaît clairement que la situation n'est pas idéale, mais plutôt que de se plaindre, elle investit de l'énergie dans la recherche active d'alternatives, en développant de nouvelles compétences pendant son temps libre, en réseautant, en postulant à différents postes, ou même simplement en cultivant des relations positives avec ses collègues et en trouvant des aspects du travail actuel à apprécier tout en travaillant au changement. Après un an,
La première personne occupe toujours le même poste, haut ou dans un travail tout aussi insatisfaisant, parce qu'un schéma de victimisation et de plainte garantit qu'ils ne verront pas ou ne profiteront pas des opportunités, même lorsqu'elles se présentent. La deuxième personne est beaucoup plus susceptible d'avoir fait la transition vers une meilleure situation, non pas par chance, mais parce qu'une attitude de non-plainte combinée à une action constructive crée les conditions énergiques et pratiques d'un réel changement. Parlons maintenant de l'aspect social de la plainte qui crée une dynamique relationnelle profondément toxique. Il existe un phénomène que j'appelle « créer des liens par une négativité partagée », où des groupes de personnes se connectent principalement en se plaignant ensemble d'ennemis communs ou de difficultés partagées. Ils le constatent dans les lieux de travail où la culture est dominée par les plaintes contre la direction, dans les cercles sociaux, où les conversations tournent autour de la critique des absents, dans les familles, où les membres se lient en se plaignant d'un parent difficile. En surface, il peut sembler que cela crée de l'intimité et de la solidarité, mais il s'agit d'une forme de connexion humaine plus dégradée, car elle repose entièrement sur la négativité, plutôt que sur des valeurs positives partagées ou sur la joie mutuelle. Et cela crée une culture de groupe dans laquelle les plaintes deviennent non seulement une norme acceptée mais attendue, où les personnes qui ne participent pas aux plaintes collectives sont considérées comme peu solidaires ou naïves, et où toute tentative d'introduire une perspective plus constructive ou positive est rejetée comme étant irréaliste. Ces cultures de plainte, que ce soit au bureau, en famille ou dans le cercle social, sont extrêmement difficiles à transcender individuellement car la pression de groupe pour se conformer est intense, et les personnes qui tentent d'arrêter de se plaindre peuvent se retrouver isolées, ou même attaquées par d'autres qui se sentent inconsciemment menacés, par quelqu'un qui enfreint les normes qu'ils partagent tous. Il y a aussi une dimension neurologique à la plainte en tant que dépendance littérale qui doit être comprise. Lorsque nous nous plaignons, le cerveau libère certains neurotransmetteurs qui créent des sentiments de libération et de satisfaction temporaire. C'est pourquoi se plaindre peut être agréable sur le moment, même si cela est destructeur à long terme. Et comme toute substance ou tout comportement qui crée une libération chimique dans le cerveau, se plaindre peut devenir addictif lorsqu'ils développent une tolérance et doivent se plaindre plus fréquemment et plus intensément pour ressentir le même sentiment de libération. Finalement, le cerveau devient littéralement programmé pour rechercher des occasions de se plaindre, remarquant de préférence les aspects négatifs des situations, car la négativité fournit les produits chimiques dont il a désormais besoin. C'est pourquoi les tentatives pour arrêter de se plaindre se heurtent souvent à une forte résistance, semblable à celle de la rupture de toute dépendance. Il y a un véritable inconfort et une véritable anxiété lorsque les schémas habituels sont niés, et l'esprit produira toutes sortes de justifications pour expliquer pourquoi se plaindre est nécessaire ou approprié, ou même vertueux, plutôt que d'admettre qu'il s'agit simplement d'une dépendance en quête de satisfaction. Sur la façon de commencer à briser les schémas, alors qu'ils sont si profondément ancrés qu'ils ne réalisent même pas ce qu'ils font la plupart du temps. Une première étape absolument essentielle consiste à développer la conscience du modèle grâce à une auto-observation sans jugement. Je vous mets au défi de l'essayer pendant seulement 3 jours, pendant lesquels vous compterez honnêtement le nombre de fois où vous vous plaignez, à la fois verbalement, à voix haute et silencieusement dans votre discours intérieur. N'essayez pas de vous arrêter encore. Remarquez et comptez. Ils peuvent utiliser un simple compteur sur leur téléphone ou faire une marque sur papier chaque fois qu'ils constatent une plainte. La plupart découvriront, en faisant cet exercice honnêtement, qu'ils se plaignent littéralement des dizaines de fois par jour, de choses grandes et petites. Et cette prise de conscience d'un simple schéma de fréquence est souvent suffisante pour motiver le changement car il est humiliant de réaliser combien de temps et d'énergie ils gaspillent dans des activités qui ne servent aucun objectif constructif et nuisent activement au bien-être. La deuxième étape après la prise de conscience est d'apprendre à distinguer les différents types d'expressions d'insatisfaction, car tout ce qui apparaît superficiellement comme une plainte n'est pas également problématique. Communiquer clairement un problème avec l'intention et la capacité de faire quelque chose de constructif n'est pas une plainte, c'est une identification appropriée d'un problème qui doit être résolu. Lorsqu'ils s'adressent au patron et lui disent directement « Ce délai n'est pas réaliste compte tenu des ressources disponibles, nous devons renégocier ou apporter un soutien supplémentaire », il s'agit d'une communication affirmée et non d'une plainte. Lorsque vous dites à un ami « Je suis aux prises avec quelque chose de difficile et j'ai besoin de gérer cela, avez-vous l'espace pour écouter ?» C'est une demande d'assistance appropriée, pas une plainte. Une vraie plainte se caractérise par un manque d'intention de résoudre le problème, exprime que le public ne peut rien faire face à la situation, répétitive sans nouveau contenu ou aperçu, chargée d'émotions de victimisation et d'impuissance, et souvent sur des choses complètement hors de contrôle telles que la météo ou les actions d'autrui ou les événements.
des produits de boulangerie qui ne peuvent pas être modifiés. Apprendre à faire cette distinction vous permet de diriger votre énergie vers une communication et une action constructive, plutôt que vers des plaintes inutiles. Le troisième élément essentiel est de développer la pratique de faire une pause lorsque l'envie de se plaindre surgit, et de poser la question simple mais puissante. Puis-je faire quelque chose de constructif à ce sujet maintenant ? Si la réponse est oui, et que vous êtes prêt à le faire, agissez au lieu de vous plaindre. Si la réponse est oui, mais que vous n'êtes pas prêt à faire ce qui serait nécessaire, par exemple, quitter un emploi insatisfaisant nécessite de chercher un nouvel emploi, mais vous ne voulez pas faire l'effort, alors reconnaissez honnêtement que vous avez choisi d'accepter la situation, et arrêtez de vous plaindre de votre propre choix. Si la réponse est non, rien ne peut être fait car la situation est complètement hors de contrôle. Donc, se plaindre est absolument inutile, et il serait préférable d'investir de l'énergie dans l'acceptation de la réalité et de concentrer l'attention sur les aspects de la vie où ils peuvent faire la différence. Cette simple pratique consistant à faire une pause et à poser des questions étouffe la plupart des plaintes dans l'œuf, car elle révèle qu'il s'agit simplement d'une résistance inutile à la réalité plutôt que d'une réponse constructive à un problème. Le quatrième élément consiste à remplacer l'habitude de se plaindre par la pratique opposée de la gratitude active. Je ne suggère pas de gratitude forcée ou feinte qui nie les problèmes réels, mais de cultiver délibérément la capacité de remarquer ce qui fonctionne, plutôt que de se concentrer exclusivement sur ce qui ne fonctionne pas. Pour chaque envie de vous plaindre que vous remarquez, entraînez-vous à faire une pause et à identifier quelque chose de connexe pour lequel vous pouvez véritablement être reconnaissant, même s'il s'agit simplement de « la situation pourrait être pire à bien des égards » ou « j'ai la capacité et les ressources pour éventuellement changer cela ». Au fil du temps, cette pratique recable le cerveau pour qu'il remarque les points positifs avec la même facilité qu'il remarque actuellement les négatifs, créant ainsi un équilibre de perspective plutôt que les préjugés négatifs que cultivent les plaintes chroniques. Et énergétiquement, la gratitude vibre à une fréquence radicalement différente et plus élevée que celle de la plainte, donc pratiquer la gratitude change littéralement la fréquence à laquelle ils opèrent, d'une manière qui magnétise ensuite différentes expériences. À propos de traiter avec des personnes dans la vie qui se plaignent chroniquement et qui veulent vous entraîner dans un schéma. Lorsque vous essayez consciemment de rompre avec l'habitude de vous plaindre, mais que vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment, une stratégie est nécessaire pour éviter de vous laisser entraîner en arrière. Tout d'abord, établissez des limites internes claires dans lesquelles vous décidez que vous ne participerez pas aux séances de plainte même si d'autres les initiennent. Vous pouvez le faire doucement sans être moralisateur, peut-être en redirigeant la conversation. Oui, cette situation est difficile, mais en parlant de ça, ou en fixant une limite directe. J'ai essayé de moins me concentrer sur le négatif ces derniers temps, donc je préfère ne pas aller dans cette direction. Deuxièmement, réduisez l'exposition aux sources chroniques de grief lorsque cela est possible. Si certains environnements ou certaines personnes sont constamment négatifs et qu'il n'y a aucune raison impérieuse d'être là, restez à l'écart. Et troisièmement, développez une pratique de protection énergétique dans laquelle vous gardez consciemment votre propre champ séparé et protégé de la contamination lorsque vous devez être dans un environnement de forte plainte. Une brève visualisation de la lumière autour de vous qui protège peut sembler séduisante, mais cela fonctionne à un niveau pratique pour maintenir l'autocentrage. Il y a aussi le problème des plaintes déguisées, qui nécessitent une vigilance subtile pour être détectée. La plainte n'est pas toujours évidente. Elle peut apparaître comme une inquiétude apparemment légitime, qui n'est en réalité qu'une anxiété ruminative, exprimée sous forme d'inquiétude, comme une analyse objective, qui est en réalité un jugement négatif, déguisé en rationalité, comme un humour sarcastique qui masque un ressentiment réel, comme un commérage qui se présente comme un partage d'informations, mais est en réalité une critique d'une personne absente, ou même comme une prière qui est une liste de plaintes dirigées contre la divinité plutôt que contre une véritable communion. Développer une honnêteté brutale avec vous-même sur les véritables motivations derrière les mots était nécessaire pour identifier ces formes plus subtiles de plainte que l'ego utilise pour poursuivre le schéma tout en évitant d'admettre ce qu'il fait. De la différence entre une plainte verbale externe et une plainte mentale interne qui est tout aussi destructrice même lorsqu'elle n'est pas vocalisée. Certaines personnes se plaignent rarement à voix haute, mais entretiennent un dialogue interne constant d'insatisfaction et de critique. Ils donnent l'impression extérieure d'être positifs, ou du moins neutres, mais intérieurement, ce sont des plaignants chroniques. Ce schéma interne est à bien des égards plus insidieux que les plaintes externes, car il n'y a pas de retour social modérateur, et parce que les gens peuvent se tromper en pensant que ce n'est pas un problème s'il n'est pas exprimé. Mais d'un point de vue énergétique et psychologique,
Les plaintes internes créent les mêmes effets. Des formes pensées sont générées, la fréquence vibratoire est abaissée, les schémas neuronaux sont renforcés, et finalement, les plaintes internes s'infiltrent dans le comportement et l'énergie, même si les mots ne sont pas prononcés. Donc, travail en binôme. Les plaintes aériennes doivent inclure des schémas d'insatisfaction chronique externes et internes. Permettez-moi d'aborder directement l'objection courante. Mais si je ne me plains pas de l'injustice et des problèmes, ne suis-je pas en train de faire preuve de complaisance ? Il s'agit d'une confusion fondamentale entre plainte et action dirigée contre une injustice légitime. Ils peuvent et doivent se défendre eux-mêmes, défendre les autres, œuvrer pour le changement social lorsque la situation l'exige réellement, mais ils peuvent faire tout cela à partir d'une intention claire et d'une énergie constructive, plutôt que de griefs de victimisation. En fait, les militants et les défenseurs des causes justes les plus efficaces ne sont pas ceux qui se plaignent le plus fort, mais ceux qui canalisent leur énergie dans une action stratégique et persistante, plutôt que de la gaspiller dans des plaintes qui font du bien momentanément mais ne changent rien. La plainte diffuse une énergie qui pourrait être concentrée dans un réel effort de transformation. Ainsi, ne pas se plaindre ne signifie pas accepter passivement le mal. Cela signifie répondre au mal par une action efficace plutôt que par une vaine résistance verbale, à propos du rôle spécifique que joue la plainte dans le maintien des schémas karmiques bloqués. Lorsque des situations difficiles surviennent, et dans les enseignements théosophiques, nous comprenons que de nombreuses difficultés sont dues à un karma en pleine maturation, à des leçons que l'âme a besoin d'apprendre, il existe essentiellement deux manières de réagir qui déterminent si le karma est brûlé ou perpétué. La première forme est la résistance par la plainte, la victimisation, l'amertume et le ressentiment. Lorsqu'ils réagissent de cette manière, ils souffrent simultanément d'une expérience karmique sans tirer de leçons et ajoutent une nouvelle couche de karma négatif à travers des réactions destructrices à la situation. Par conséquent, le karma original n'est pas résolu et un karma supplémentaire est créé, garantissant ainsi la poursuite du cycle. La deuxième voie est l'acceptation de la réalité, car elle est combinée à une action constructive pour travailler avec la situation et à l'extraction consciente des leçons offertes par l'expérience. Lorsqu'ils réagissent ainsi, le karma est brûlé sans en créer de nouveau, et finalement le modèle peut être complètement transcendé. Par conséquent, les plaintes chroniques sont littéralement un mécanisme par lequel les gens restent piégés dans la même souffrance tout au long de leur vie, car ils répètent toujours la même réponse destructrice aux leçons apportées par le karma. Il existe également une dimension dans laquelle le fait de rompre l'habitude de se plaindre affecte spécifiquement la capacité d'une personne à manifester les changements souhaités dans la vie en dirigeant consciemment l'énergie mentale. Dans les enseignements occultes, il est compris que la pensée concentrée combinée à l'émotion et à la volonté a le pouvoir de se manifester éventuellement sous une forme physique en travaillant des plans subtils aux plans grossiers. Mais ce pouvoir de manifestation fonctionne à la fois pour le négatif et le positif. Lorsque vous vous concentrez intensément avec émotion sur ce que vous ne voulez pas en vous plaignant chroniquement, vous utilisez le même mécanisme pour manifester davantage de choses indésirables. Par conséquent, les gens qui étudient la loi de l'attraction ou les principes de manifestation, mais continuent à se plaindre de manière chronique, travaillent contre eux-mêmes, utilisant simultanément le pouvoir de manifestation mentale dans des directions opposées et se demandant ensuite pourquoi rien ne change. Briser l'habitude de se plaindre est une condition préalable pour utiliser délibérément le pouvoir mental vers des objectifs constructifs, plutôt que de le saper inconscient en se concentrant habituellement sur le négatif. Parlons maintenant des pratiques spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Première pratique, s'engager sur une période définie sans se plaindre. Commencez par une seule journée où vous faites le maximum d'efforts pour ne vous plaindre de rien. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas communiquer sur les problèmes qui doivent être résolus, mais cela signifie que lorsque l'envie de se plaindre surgit, ils font une pause et choisissent une réponse différente, soit une action constructive, soit une acceptation, soit un recentrage sur ce qui fonctionne. Une journée semble gérable et non intimidante, mais vivre 24 heures sans se plaindre révélera à la fois à quel point cette habitude est enracinée et à quel point ils se sentent différents lorsqu'ils ne drainent pas constamment leur énergie par une insatisfaction verbalisée. Si une journée fonctionne bien, étendez-la à 3 jours, puis à 1 semaine, en renforçant progressivement les capacités. Deuxième pratique, tenez un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, vous écrivez 3 à 5 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes véritablement reconnaissant de cette journée. Pas de vagues objets génériques, mais des moments ou des aspects spécifiques de la vie qu'ils chérissent. Cette pratique simple recable le cerveau au fil du temps pour remarquer les positifs avec la même facilité qu'il remarque actuellement les négatifs.
créant ainsi un équilibre qui est un antidote naturel aux plaintes chroniques. Et écrire physiquement a un impact plus profond que la simple pensée, car l'acte d'écrire engage le corps et renforce plus efficacement les schémas neuronaux. Troisième pratique, lorsqu'ils réalisent qu'ils se sont plaints, contrebalancez-les immédiatement en trouvant quelque chose de lié à apprécier. Par exemple, si vous vous plaignez du trafic, forcez-vous à noter « Mais j'ai une voiture qui fonctionne, et je finirai par arriver à destination en toute sécurité. » S'ils se plaignaient du travail, reconnaître « Mais j'ai un travail alors que beaucoup n'en ont pas, et cela me donne des ressources pour prendre soin de ma famille. » Vous ne niez pas le problème qui a provoqué la plainte, mais vous entraînez votre esprit à voir le contexte plus large, au lieu de vous concentrer étroitement sur le négatif, à propos des signes de progrès alors qu'ils s'efforcent de briser le modèle. Le premier signe est souvent simplement de remarquer plus souvent quand ils se plaignent ou lorsque des impulsions surgissent. Une conscience accrue peut leur donner l'impression de se plaindre davantage, mais en fait, ils sont simplement plus conscients du schéma qui a toujours été là. Le deuxième signe est que lorsqu'ils se plaignent, il y a une pause de plus en plus longue avant que les mots ne soient prononcés là où le choix est possible. Le troisième signe est que les relations commencent à s'améliorer subtilement parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne sont pas constamment négatifs. Le quatrième signe est une plus grande énergie physique disponible, parce que nous ne vidons plus constamment nos réserves par la résistance émotionnelle. Et le cinquième signe est que les circonstances extérieures commencent à changer de manière apparemment fortuite, qui est en réalité le résultat naturel du fonctionnement à une fréquence vibratoire différente qui attire différentes expériences. De ne pas utiliser ce travail comme une autre source d'auto-jugement brutal. Lorsque vous remarquez qu'ils se sont plaints, n'ajoutez pas une couche de plainte au fait qu'ils se sont plaints. Je me plains encore, je suis tellement négatif, je ne pourrai jamais changer. Ce n'est qu'une plainte sur plainte et perpétue le même schéma sous une forme différente. Lorsque vous remarquez que vous vous êtes plaint, reconnaissez simplement gentiment « Oh, je me plaignais », corrigez peut-être si possible. Laissez-moi reformuler cela de manière plus constructive et continuez sans drame. Changer une habitude profondément enracinée prend du temps et il y aura de nombreuses erreurs. Ce qui compte, c'est la direction générale du mouvement et l'engagement à continuer de pratiquer plutôt que la perfection impossible à chaque instant. Il est également utile d'examiner les gains secondaires que vous pourriez obtenir en vous plaignant, car le schéma destructeur persiste souvent parce qu'il répond à un besoin, même s'il est inconscient. Les gains secondaires possibles comprennent l'attention et la sympathie des autres, un sentiment de supériorité morale grâce au statut de victime, une libération émotionnelle temporaire qui fait du bien, même si elle est destructrice, une excuse pour ne pas avoir à prendre des mesures difficiles pour changer la situation, un lien social grâce à des liens liés à des griefs partagés. Lorsqu'ils identifient le besoin auquel ils se plaignent, ils peuvent trouver des moyens plus sains de satisfaire le même besoin. Par exemple, si se plaindre crée un lien social, ils peuvent cultiver des amitiés basées sur des intérêts partagés et une joie mutuelle plutôt que sur une négativité partagée. Il s'agit d'apprendre à la prochaine génération à ne pas prendre l'habitude de se plaindre dès le début. Si vous avez des enfants ou travaillez avec des jeunes, donnez l'exemple d'un comportement de non-plainte est plus puissant que n'importe quelle instruction verbale. Les enfants absorbent les attitudes en observant les adultes, significatif bien plus qu'en écoutant ce que disent les adultes. Par conséquent, si vous voulez que les enfants ne deviennent pas des plaignants chroniques, ils doivent d'abord briser leurs propres habitudes. De plus, ils peuvent consciemment rediriger lorsqu'un enfant se plaint. Plutôt que de valider la plainte ou de se joindre à la plainte, ils peuvent poser une question qui mène à une solution. Cela semble difficile. Que pensez-vous pouvoir faire à ce sujet ? Ou « Je comprends que vous êtes frustré. Réfléchissons à des moyens d'améliorer la situation. » Cultivez dès le plus jeune âge chez les enfants la capacité de reconnaître un problème et d'avancer vers une solution, au lieu de simplement ruminer leur insatisfaction, est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez leur offrir. Enfin, parlez de la profonde transformation qui se produit lorsque vous rompez véritablement l'habitude de vous plaindre grâce à une pratique cohérente au fil des mois et des années. Ce n'est pas simplement qu'ils deviennent une personne plus agréable à côtoyer, même si cela arrive. Ce n'est pas seulement qu'ils ont plus d'énergie et de meilleures relations, même si cela arrive aussi. Le changement le plus profond réside dans la façon dont nous nous rapportons à la réalité dans son ensemble et à notre propre pouvoir de créer de l'expérience. Lorsque vous arrêtez de gaspiller votre énergie à résister à ce que vous ne pouvez pas changer en vous plaignant, et que vous commencez à concentrer votre énergie sur une action constructive, sur ce que vous avez le pouvoir d'influencer, vous découvrez que vous avez beaucoup plus de liberté d'agir et de capacité à façonner votre vie que vous ne l'aviez jamais imaginé.
Lorsqu'il cesse d'agir à partir de la position d'une victime impuissante, se plaignant des circonstances, et commence à agir à partir de la position d'un co-créateur responsable travaillant avec les circonstances, toute leur orientation de vie passe de réactive à proactive. Et énergétiquement, lorsque la fréquence vibratoire passe d'un modèle chronique d'insatisfaction et de résistance à un modèle d'acceptation combiné à une action constructive, ils deviennent littéralement des aimants pour des opportunités et des expériences de qualité différentes, car la loi de l'attraction fonctionne de telle manière que le semblable attire le semblable. Mon dernier plaidoyer est donc le suivant. Ne rejetez pas cet enseignement comme étant simplement plus positif ou plus agréable, et ne vous laissez pas décourager par la façon dont une tendance à se plaindre peut être enracinée. Reconnaissez que briser cette seule habitude, les plaintes chroniques, peut avoir un impact plus transformateur sur la qualité de vie et le rythme du progrès spirituel que de nombreuses pratiques apparemment plus impressionnantes ou plus élaborées. Engagez-vous à expérimenter honnêtement pendant une période définie. Je suggère un minimum de 30 jours d'efforts conscients pour remarquer la plainte et choisir une réponse différente. Tenez un journal de progrès simple, notant quand vous avez réussi à éviter de vous plaindre et comment vous vous êtes senti différent. Et soyez patient avec vous-même tout au long du processus, car la modification des schémas neurologiques et énergétiques construits au fil des années ou des décennies ne se produit pas instantanément simplement parce que vous décidez de changer. Mais chaque fois que vous remarquez le besoin de vous plaindre et que vous choisissez une réponse différente, vous créez littéralement un nouveau chemin neuronal et un nouveau schéma énergétique. Et avec le temps et la répétition, ce nouveau schéma devient plus fort que l'ancien, jusqu'à ce que, finalement, la réponse de non-plainte devienne aussi automatique que la plainte l'était auparavant. Et comprenez que ce travail que vous faites en silence chaque jour, en choisissant de ne pas vous plaindre lorsque surgit une impulsion, non seulement vous profite, mais contribue à l'élévation du champ énergétique collectif de l'humanité. Chaque personne qui cesse d'ajouter des plaintes à l'atmosphère psychique partagée et commence à contribuer à l'acceptation et à la construction augmente la fréquence pour chacun, grâce au principe de résonance et de contagion émotionnelle. Ne sous-estimez pas leur impact. Transformer le monde commence par la transformation des individus, et la transformation des individus commence souvent par briser des schémas petits, mais profondément enracinés comme les plaintes chroniques, qui les maintiennent piégés dans des souffrances inutiles. Puissent-ils avoir le courage de voir clairement leur propre modèle sans le nier? Puissent-ils avoir la persévérance pour continuer à choisir différemment, même lorsque cela est difficile? Et puissent-ils avoir la sagesse de reconnaître que parfois, la libération d'une grande souffrance passe par une attention particulière aux petites habitudes, qui semblent insignifiantes mais qui sabotent secrètement tout effort de croissance et d'évolution. C'est la clé que je vous propose, non pas comme une règle imposée de l'extérieur, mais comme un outil pratique pour ouvrir la porte qui vous maintient enfermé dans un cycle d'insatisfaction et de stagnation. Le choix vous appartient toujours d'utiliser l'outil ou de continuer à vous plaindre d'être piégé tout en ignorant les moyens de libération qui sont littéralement à votre portée de mettre en œuvre, en commençant dès maintenant, avec le prochain mot que vous choisissez de prononcer ou de ne pas prononcer.